Bonjour la famille Lonquiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de Cyrano de Bergerac. Un axe très important sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que il y a la thématique de l'héritage de la tragicomédie dans Cyrano de Bergerac. Donc Cyrano de Bergerac se situe-t-il dans le sillage de la tragicomédie telle qu'on la pratique au milieu du XVIIe siècle? La tradition associe volontiers la comédie héroïque à la tragédie galante, terminologie inventée a posteriori pour désigner des pièces à fin non tragique. Comme l'a bien montré Hélène Baby, tragicomédie et comédie héroïque sont distinctes, même si la tragicomédie du premier XVIIe siècle intègre des éléments romanesques propres à la comédie héroïque. Bénédicte Louva et Marc Escola ont montré que les personnages de la tragicomédie et de la comédie héroïque appartiennent certes au même milieu, mais leur action politique diffère sensiblement d'un genre à l'autre. D'autre part, comédie et comédie héroïque doivent être dissociées, principalement à cause des actions représentées. Tragédie et comédie héroïque font appel en mai personnel et la seconde peut même admettre un péril de mort. Toute la différence tient dans les enjeux de l'intrigue. Salut de l'État dans un cas et en ce sens la tragédie pour Corneille ne peut être que politique. Intérêt étroitement particulier de l'autre. Passer sous silence les conséquences politiques de la perte possible de Rodrigue. Et vous obtenez avec le Cid une assez bonne comédie héroïque. Comédie et comédie héroïque ne se distinguent pas seulement par la qualité de leur personnel dramatique, mais encore par la gravité du péril encouru à titre privé. Par le premier acteur, péril qui ne peut aller jusqu'au péril de mort que dans la comédie héroïque. La frontière est ici un peu très étrange. Nulle comédie ordinaire fondée sur une intrigue seulement amoureuse ne pourrait être élevée au rang de comédie héroïque. Avec Cyrano de Bergerac, Rostand fait tout à la fois un sort à la comédie et à l'héroïsme en développant au moins quatre traits caractéristiques du genre. En premier lieu, sa structure et sa forme en 5 actes et en vers. Cette structure est aussi celle de la tragédie et de la grande comédie du caractère. En second lieu, la manière dont Rostand s'approprie le personnel dramatique. La dramatis persona de Cyrano de Bergerac compte de nombreux personnages nobles qui dominent l'action, personnages réels et inventés. Ainsi, Antoine III de Gramont, comte de Guiche, incarne la plus haute aristocratie militaire. La dimension épique et la présence de combats de cap et d'épée signalent en outre le rattachement de la pièce à l'âge d'or de la tragicomédie. Pour autant, peut-on affirmer que Rostand est l'héritier de la comédie espagnole à la manière de Corneille, comme le fut Hugo avec Hernani en 1830. L'inscription de l'intrigue dans l'histoire que vient souligner la mise en scène du siège d'Arras au quatrième acte permet aussi de rattacher la pièce à une autre inspiration de la comédie héroïque, liée à son évolution, la veine historique de la comédie héroïque. Pour Rostand, comme pour Hugo, Corneille est un modèle qui fédère le public de l'invisible Richelieu dont on sait qu'il est son protecteur. Au spectateur anonyme, fier d'avoir assisté à la première du Cid, 1, 1,
page 45 vers 26. Les réminiscences de son œuvre sont nombreuses. Le théâtre dans le théâtre, qui structure non seulement le premier acte, mais toute la pièce, évoque l'illusion comique. Cyrano, quant à lui, rappelle à la fois Rodrigue par sa bravoure et son sens du sacrifice amoureux, et Matamor la lâcheté au moins en l'acte 1, scène 7. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras, il ne peut me suffire de fondre des nains. Il me faut des géants. Page 124. Rostand fait allusion à Tite et Bérénice. J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? 1,5, page 220. 120, pardon. Vers 538. Mais la pièce de Corneille ayant été représentée pour la première fois en 1670, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si Rostand place dans la bouche de Cyrano une simple référence historique ou une allusion délibérément anachronique à la comédie héroïque de Corneille, éclipsée par celle de Racine. Sa prédilection va cependant bien à l'œuvre baroque de Corneille, avant ce qui peut être senti comme une forme d'assagissement d'eux-mêmes. Rostand n'hésite pas à pasticher Théophile de Viau, baroque et libertin. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. 1,4, page 99. Longtemps oublié comme Cyrano et comme lui réhabilité par Théophile Gautier. Molière et la préciosité. Le rapport à Molière va lui aussi dans le sens d'une préférence donnée aux œuvres les moins académiques. Or, le choix des pièces mentionnées ou imitées n'est pas dicté par la chronologie, puisque la carrière de Molière ne commence que l'année de la mort de Cyrano. L'allusion aux fourberies de Scapin et même la reconnaissance du génie de Molière par Cyrano, vers acte 5, 6, page 411, sont des anachronismes délibérés. Rostand aurait donc pu se référer à n'importe quelle pièce de Molière, mais on ne retrouve pas dans Cyrano toutes les facettes de son théâtre, même si l'on entend parfois dans le duo Cyrano-Lebret des échos du couple Alceste-Philinte. La préférence de Rostand ne va pas aux grandes comédies de caractère en vers, mais aux formes moins académiques de la comédie-ballet avec les fâcheux, voire le personnage désigné par ce nom de l'acte 1. Scène 4, page 90-96, et son écho ironique et tragique à l'acte 5, scène 5. Ah oui, quelques fâcheux. Cousine, c'était une fâcheuse. 393-394. De la comédie d'intrigue avec les fourberies de Scapin, même si la mention en est avant tout dictée par l'emprunt au pédant joué, et surtout de la comédie des mœurs avec l'impromptu de Versailles, le chiasme des marquis. Marquis, tu le sais tous, je le sais tous, marquis. 1, 2, page 55, vers 58. Rappelle la scène 3 de l'impromptu. La grange, bonjour marquis. Molière, ah marquis ton serviteur. Et il est à noter que dans la scène 1, Molière donne un exemple à sa troupe. Montfleury donne Nicomède et Beau Château dans le Cid. Et plus nettement encore, les précieuses ridicules qui informent la satire des précieuses à l'acte 1, scène 2 et à l'acte 3, scène 1, 3, 5. Le regard que Rostand porte sur la préciosité est néanmoins ambivalent et ne saurait se réduire à une approche satirique dans la lignée de Molière ou de Boileau.
La préciosité est explicitement moquée dans ses excès, mais elle est aussi admirée. L'allusion de Ragonneau à Cléopâtre de la Calprenède n'est pas moqueuse, plus fière que tous les Artabans dont la Gascogne fut et sera toujours la mère gigogne.